Bonjour, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle capsule sur la communication interculturelle. La communication interculturelle est un sujet aujourd'hui très intéressant. C'est un sujet qui intéresse le plus grand nombre de spécialistes dans tous les domaines, communication, marketing, commerce, gestion, finance, et ainsi de suite. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on a compris que nombreux sont les difficultés, nombreux sont les malentendus, nombreux sont les disputes qui surgissent lors d'un échange de communication entre des personnes appartenant à des cultures différentes. Et alors parfois on se demande comment ça se fait. Tous les deux parlent français, tous les deux parlent anglais, et pourtant ils ont eu pas mal d'échecs de communication, de langage, de bonne conduite langagière. Alors, pour apporter un peu plus d'éléments de réponse, je me suis basé sur les travaux de l'un des très grands théoriciens du management interculturel, c'est Edward T. Hall. Alors, Edward T. Hall disait « Les gens sont tyrannisés par la part inconsciente de leur culture. Il existe un langage silencieux des cultures. Ce langage secret, cette partition méconnue qui nous modèle jusqu'à dans le détail de nos vies. » Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça veut dire que au moment de l'échange, au moment de la discussion, au moment de la communication, il y a un langage silencieux, n'est-ce pas, très secret, qui conditionne en quelque sorte, d'une façon invisible, n'est-ce pas, une manière de voir, une manière de commenter un événement, une manière de donner un avis, une manière d'expliquer, de s'expliquer, de rassurer, de persuader. Donc, ces actes de langage, si je peux les nommer comme tels, sont parfois des contraintes langagières. Ça provoque des ruptures de communication, plus particulièrement dans un contexte étranger. Edward T. Hall a bâti sa théorie autour de la communication silencieuse ou bien du langage silencieux sur 4 éléments. Premier, la temporalité, le rapport avec le temps. La deuxième, les codes de communication. Alors, bien entendu, les codes secrets de la communication, c'est-à-dire les codes, la partie invisible qu'on ne voit pas dans notre communication langagère. Et la nouveauté surtout, c'est l'arrivée du mot contexte, le contexte de la communication. C'est la première fois qu'un théoricien de management interculturel ne parle de l'importance du contexte dans l'opération de la production langagière. Dernier élément, c'est la proximie. Alors la proximie, plusieurs personnes ont abordé la proximie, mais très peu de gens se sont interrogés sur la place de la proximité dans les pratiques langagières, plus particulièrement en affaires. Parce que ce qui nous intéresse ici dans cette capsule, c'est justement la place de ce langage silencieux
dans les relations d'affaires. Un Américain, un Marocain, un Italien, un Portugais, un Espagnol. Donc on va voir tout ça dans les prochaines diapos. Voilà un élément essentiel qui peut être source de, n'est-ce pas, de confusion, source de malentendu, parce qu'il se positionne dans une façon comme soit une source d'enrichissement, soit une source de contrainte. C'est le langage. Et dans le langage, il y a le direct, le indirect, l'explicite et l'implicite. Alors, si je prends par exemple un exemple, le oui et le non. Le oui, dans une société occidentale, c'est un oui direct, oui. Le non, c'est un non direct. Tu veux du café? Non, je veux pas de café. Donc c'est direct. Dans les sociétés telles que le monde arabe, par exemple, le non, c'est un non de modestie. Tu veux du café? Non. Et pourtant, on va m'apporter le café. Pourquoi? Parce que pour eux, le fait de dire non, c'est juste une façon de montrer à la personne que je ne veux pas le déranger. Et c'est pour cette raison-là que j'ai dit non. Mais en réalité, je veux avoir du café. Alors imaginez que dans cette situation, d'ailleurs dans un livre très intéressant de Sophie de Montan, il raconte une anecdote entre une étudiante du Niger et une étudiante de Suisse. L'étudiante suisse est allée rendre visite à sa collègue nigérienne, et en arrivant, la collègue nigérienne lui propose du café. Tu veux du café? La Suisse a dit non. Et pourtant, il lui ramène du café. Tu veux du sucre? Non. Et lui met un sucre. À la fin de la rencontre, les étudiants suisses a jugé le comportement de l'étudiant du Niger comme un comportement mal déplacé. Non seulement il lui a imposé le café, mais voire aussi du sucre. Et l'étudiant du Niger a jugé le comportement de la Suisse comme un comportement exemplaire de politesse et de savoir bien vivre. Alors qu'au niveau de l'interprétation, ça ne s'est pas passé de la même manière chez l'étudiante suisse. Et là, le professeur Edward Hall a suggéré tout simplement une dichotomie entre l'explicite et l'implicite. Tout simplement en précisant qu'il existe dans notre monde deux cultures différentes. Il y a la culture explicite et il y a la culture implicite, qui sont entièrement opposées. Dans la culture explicite, il y a une confrontation directe. Par exemple, tu me déranges. C'est direct. Dans la culture implicite, je vais éviter la confrontation. Je ne vais pas dire que la personne me juge, me dérange, mais je vais chercher un moyen de, tout simplement, d'éviter de le blesser ou bien tout simplement de lui causer un tort. Dans la culture explicite, on parle cru, sans détour. Dans la culture implicite, plus particulièrement, explicite, c'est tout le monde, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Tout ce qui est implicite, c'est l'Afrique, le monde arabe et le monde asiatique. On demandera des choses directement.
C'est-à-dire, veux-tu, s'il te plaît, me prêter de l'argent? Dans le monde arabe, on vous dira ça avec beaucoup de précautions et de détours engagés. Parce qu'on a peur qu'on se fasse tout simplement rejeter et ça peut causer un tort à notre image. On se parlait en face. Dans l'autre culture, l'usage, on utilise l'intermédiaire. Alors, imaginez maintenant un Chinois qui appartient à un monde de culture implicite, qui va aller travailler ou investir dans un pays, la Suède, où la culture explicite qui domine. Comment vont-ils se dérouler les conversations? Les faits sont plus importants. Les faits. Dans la culture, chez les Chinois, non. C'est l'honneur. C'est l'honneur, la face positive. La face qui est vachement importante que les faits. Dans la culture occidentale, on gère les conflits. Dans la culture orientale, par exemple, on évite les conflits. Dans la culture occidentale, on montre ses émotions. Dans la culture orientale, on ne montre pas ses émotions. C'est tout à fait normal de trouver des gens, par exemple, en Europe, qui pleurent. Pleurer, c'est pas honteux. Pleurer, c'est un acte normal. Mais dans la société orientale, pleurer, surtout quand il s'agit d'un homme. Un homme ne pleure pas. Par exemple, ça c'est les stéréotypes qui sont connus dans certains pays. Et on ne montre jamais. Moi, je me souviens c'est un exemple extraordinaire. Quand j'étais en France, je travaillais le week-end dans une entreprise. Et le week-end, le vendredi, le patron me demandait tout le temps est-ce qu'on peut travailler 1 heure ou 2 heures de plus, Et j'avais des amis français qui disaient sans problème, non, je peux pas, je suis fatigué, je vais rentrer. Et nous, on avait ce sentiment de dire, c'est honteux de dire je suis fatigué, chez moi. Et donc on dit non, je suis pas fatigué. Parce que c'est l'implicite opposé à l'explicite. Dans la culture occidentale, on parle toujours avec la raison. Et on essaie toujours d'éviter d'être émotionnel. On est plus émotionnel en Afrique et en Orient. Alors imaginez toujours cette scène où il y aura un entrepreneur français et un entrepreneur venant d'une autre culture différente. Voilà, comme vous pouvez le voyez, il y a un contexte faible et un contexte élevé. Donc, le contexte faible en termes d'émotion, en termes de cadavre, c'est toute l'Europe. Et donc, c'est calme, il y a très peu de disputes. Alors que dans les contextes où les gens sont un peu de caractère, le langage, il y a un langage silencieux qui est terrible et qui surgit au moment de l'échange et de la discussion. On arrive encore là aussi qui est vachement important, c'est la temporalité et le rapport avec le temps. Le temps, dans le contexte européen, time is money. De l'argent, donc dès qu'on parle de l'argent, on parle des procédures. Planification, prévision, une chose à la fois. Dans d'autres contextes, tels que l'Europe, tels que l'Afrique et ailleurs, le temps, c'est élastique. On peut faire 3-4 choses à la fois. Les gens vont vous dire tout le temps, on a fait de notre mieux. Mais cette notion de rapport, de résultat, il est complètement géré par l'implicite. Là aussi, ça sera la dernière
idée que je vous présente aujourd'hui, c'est l'idée proposée par Hall entre des sociétés monochroniques et des sociétés qui sont polychroniques. Regardez le tableau, un par un. Hein, ne te presse pas. La polychronie, non, monsieur, je suis pressé, il faut être à l'heure, il faut être à jour, on n'a pas le temps, il y a... Alors l'autre, écoutez, monsieur, un par un, je fais de mon mieux. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci beaucoup.